Et le premier vétéran, je l'ai retrouvé en 91, en mai 91. C'est les trois là. Alors tu me les présentes. Oui, oui, allez, on va... Non, tu me les présentes. Where is Joe Barry? Joe? Joe, come here. Let's go. You want to climb the cliff? Donc je vais vous présenter aujourd'hui les vétérans de cette opération, l'opération Fahrenheit. Vous avez donc à ma gauche ici Joe Barry qui était le spécialiste de l'escalade des falaises. Vous avez à côté Ronald Roberts, donc faisait partie du groupe qui a attaqué le sémaphore. Vous avez monsieur Tom Potts qui était le radio sur la vedette, la MTB, et Percy Cotter qui était la personne qui assurait la protection du groupe un petit peu plus loin. Donc lui, il n'a pas vu ce qui s'est passé ici, mais il protégeait tous les autres de l'arrivée éventuelle de la garnison de Port-Lazo. Alors aujourd'hui, ils sont revenus, donc 50 ans après, presque jour pour jour. Pointe de Billefautte, Plouézec. Ce 8 novembre 1992, l'historien Roger Huguin filme la cérémonie d'accueil des vétérans anglais de l'opération Fahrenheit. Cette opération secrète s'est déroulée ici, dans la nuit du 11 au 12 novembre 1942. Dans la nuit noire, les commandos mettent une embarcation à l'eau. Leur objectif, attaquer le sémaphore qui se dressait à l'endroit où nous sommes. L'opération Fahrenheit débute. La suite de cette histoire, longtemps restée secrète, nous est maintenant bien connue grâce au travail émérite de M. Michel Guilloux. C'est par son concours que j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir en notre nom à tous les anciens commandos de ce raid. C'est avec fierté... Michel, tu peux nous dire dans quelles conditions, dans quelles circonstances tu as été amené à découvrir ce fait d'histoire qu'est l'opération Fahrenheit? Alors la découverte de ce fait est assez intéressante. Je m'intéressais, j'étais devenu un historien du débarquement de Normandie. Et lors de mes lectures, un livre mentionne dans une des pages, un commando témoigne en disant « Une nuit de novembre, nous sommes venus à Plouézec pour un raid sur les côtes bretonnes ». Alors, étant originaire de la région de Paimpol, je me suis dit, tiens, je n'ai jamais entendu parler de cet événement historique. Et à partir de là, donc, j'ai essayé de retrouver ce commando qui avait témoigné. Donc, j'ai pu le retrouver, d'ailleurs, en effet. Et j'ai commencé des recherches dans les archives britanniques. Donc, je me suis rendu à plusieurs reprises en Grande-Bretagne et j'ai fait des recherches. Et c'est là que j'ai mis au jour cette opération qui était restée secrète pendant 50 ans. J'ai pu consulter environ 150 cartons sur ces opérations spéciales. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis aussi de mieux comprendre la stratégie des raids sur la Bretagne, puisque tout ça s'intégrait dans une stratégie du commandement allié. Après ces découvertes dans les archives britanniques, l'historien Michel Guilloux contacte les protagonistes de ce raid, à commencer par le lieutenant Freddy Bourne, le commandant de la vedette MTB 344. Il obtient ainsi des renseignements plus précis sur l'objectif et sur le déroulement de l'attaque de Plouézec. L'impact, si on le regarde, disons, d'une manière brute, est relativement faible. Ils attaquent le sémaphore, il y a des pertes allemandes, ils ne réussissent pas à ramener des prisonniers, ce qui était l'un des buts du raid, c'était de récupérer des prisonniers. Mais il faut voir que l'impact plus global dans une stratégie, disons, générale des Alliés, c'est de créer une insécurité sur les côtes de France. Et donc, moi, j'ai un peu symbolisé cette action sous forme d'une tenaille invisible contre l'occupant, la résistance intérieure et ces commandos qui font des piqûres en permanence pour rappeler on est toujours là, on crée cette insécurité. Pour mener à bien ce type d'opération, les autorités anglaises devaient être bien renseignées. Pour avoir consulté des archives en Grande-Bretagne, sur notre région, tous ces raids qui étaient préparés, à chaque fois il y a ce qu'on appelle un dossier d'intelligence. Et quand on voit la somme des informations qui figurent dans ces dossiers, on est très surpris. Et là, on voit ce vrai travail d'agents que j'ai coutume d'appeler les ombres parmi les ombres. Ombre parmi les ombres, Suzanne Vilbort, alias Sidonie, organise autour de Paimpol un groupe de résistance chargé de recueillir des renseignements sur les lieux stratégiques occupés par les Allemands.
C'est très remarquable d'ailleurs ce réseau qui a été monté par la famille Villebord à Bréhat. C'est intéressant parce que c'est des gens qui ne sont pas des agents secrets nés. Et donc ils vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent avec les moyens du bord. Et on voit que c'est extrêmement efficace. Donc l'organisation initiale, c'était une organisation spontanée, ce qu'on a bien compris. Et c'est cette organisation sur la côte qu'on appelait la bande à Sidonie. Ça s'est constitué petit à petit en groupe de résistance. Non mais vos parents étaient déjà engagés là. Alors mes parents ont cherché surtout à s'engager. À 17 ans, Yvette Villebord s'engage dans la résistance aux côtés de sa mère et devient Marie-Jo dans la clandestinité. On voit bien toute cette mécanique entre la récolte du renseignement, le départ avec un groupe qui s'était formé dans la région de Bréhat, donc avec Madame Villebord, et tout cet acheminement des informations en Grande-Bretagne. Ce genre d'action permettait aussi de repérer les défenses allemandes, les navettes allemandes, les habitudes des Allemands. Membre de la bande à Sidonie, le frère Jean-Baptiste Leget, directeur de l'institution religieuse du Rosquat, à Pléédel, recherche des agents susceptibles de lui fournir des renseignements. Je connaissais personne, je connaissais que le frère Leget, que quand je suis arrivé en Bretagne, à Pléédel exactement, parce que c'était zone interdite. J'allais à un mariage de fameux type là, qui est venu avec moi ici. Il se mariait avec une Bretonne, donc il était du coin, Pléédel. Et je couchais dans un café tabac. Tous les jours, le frère Leget passait là-dedans pour avoir des renseignements. Puis un jour, il m'a trouvé. Alors je lui ai dit, moi je cherche à partir pour l'Angleterre, pour rejoindre De Gaulle. Alors, il a dit, bon, il m'a expérimenté, voir si j'étais capable de faire ça. Il y avait un jeune qui s'appelait Claude Robinet, qui a réussi à rentrer à l'intérieur du sémaphore pendant que les Allemands étaient partis déjeuner, à relever le plan, et ce plan a été expédié vers Londres. J'étais chargé par frère Leget qui voulait me mettre à l'épreuve de donner les plans de la côte. Alors il m'avait présenté une jeune fille. Quelquefois quand on croisait des boches, je la serrais un peu pour faire croire qu'on était amoureux. Ça, je passais inaperçu comme ça. Parce que vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, c'était une zone interdite ici. Je me promenais le long du sentier, je notais partout où il y avait des mitrailleuses, etc. Bon, bref. Et puis j'avais remarqué que les boches, ils partaient par un petit sentier, à midi, ils allaient bouffer. Donc ils s'en allaient tous pour casser la croûte en bas, à Port-Lazo, ils avaient leur cantine là. Profitant de l'absence des Allemands, Claude Robinet réussit à s'introduire dans le sémaphore. C'était entouré de fils de fer barbelés tout autour. Il fallait couper les fils de fer barbelés, passer en dessous, casser un carreau. On ne savait pas s'il y en avait dedans. Je rentre dans ce sémaphore là, et sur un tréteau, toute la carte des défenses de la côte. Je plie tout ça. On fait vite, j'emmène. En plus, je prends la photo d'Hitler, que je ramène aussi. Ça m'a valu quelque chose, ça, parce que je l'avais mis dans ma valise. Et quand les bonnes sœurs ont trouvé ça, elles m'ont prié de quitter l'établissement. Comme ça que je suis retourné après au château du Bourg-Blanc, chez la comtesse de Mauduit, tout ça, Madame Villebord et tout le pastoral. Voilà, c'est ça mon truc. J'ai pas fait grand-chose, vous voyez. C'est le hasard, je suis tombé sur les plans, tout près. Donc j'étais mis à l'épreuve, j'avais bien réussi. Et lui-même, Claude Robinet, est parti avec un bateau. C'était un groupe de gens qui voulaient rejoindre l'Angleterre. Et ce bateau, c'est ma mère qui l'avait trouvé. Monsieur Masson, le maire de Bréhat, vendait son bateau, qui s'appelait la Korigane. Et il y a eu toute une organisation, on pourrait déjà dire le premier réseau, avec Jean-Baptiste Leget, qui a trouvé de l'essence et qui a réussi à partir en emmenant Claude Robinet et d'autres hommes vers l'Angleterre. Et à un moment donné, vous avez regagné l'Angleterre. Vous pouvez nous dire un peu dans quelles circonstances? Oh, les circonstances. Moi, c'était mon but de rejoindre De Gaulle pour m'engager.
Et les circonstances, figurez-vous que le hasard a voulu que je connaisse au château du Bourg-Blanc et 4 camarades qui avaient préparé leur évasion. Et voilà pourquoi je suis parti avec eux. Mais ça n'a pas été facile parce que c'était l'hiver où la mer était très froide. Hein. On est resté 5 jours en mer, noyés. Voilà. Vous êtes parti sur quel bateau? La Korigane, c'est un bateau qu'ils avaient soi-disant acheté à Bréa. Soi-disant un petit bateau il avait je sais pas, 5-6 mètres, un tout petit truc. On est resté en rade rapidement parce que les Boches ont couru derrière nous. Une vedette allemande, la Poseidon, mais la mer était tellement mauvaise, il y avait des crues de 10 mètres. Hein. Et nous on s'en est tirés, les Boches sont repartis. Et nous voilà, on était ramassés en mer par un dragueur de mine anglais. On était en très mauvais état. Hein. 5 jours sans boire ni manger. Moi, je buvais ma pisse. Et lorsque vous êtes arrivé en Angleterre, vous avez été soumis à... Tout ce qui arrivait passait à une école qui s'appelle Patriotic School, où on vous cuisinait pour savoir la vérité sur vous. Et chose assez extraordinaire que j'ai pu retrouver, et je crois que c'est ça qui donne aussi un certain intérêt à l'opération Fahrenheit. Claude Robinet, donc, comme je le disais, avait volé des plans dans le sémaphore, mais lorsqu'ils vont s'échapper de Paimpol en 1942, donc avec la Korigane, donc ce bateau, ils vont s'échapper de Paimpol. Quand il va arriver en Grande-Bretagne, il va passer par la célèbre école qu'on appelait Patriotic School, et bien évidemment, les services secrets anglais, pour éviter l'infiltration des espions allemands, leur posent tout un tas de questions. Et à Claude Robinet, donc, il va bien sûr leur dire je suis l'auteur d'un vol dans le sémaphore. On va vérifier bien sûr tout ça. Et on va lui demander pouvez-vous nous faire de mémoire le plan des bâtiments à la pointe de Belfort. Et chose extraordinaire, c'est que les croquis de Claude Robinet vont être annexés au rapport d'intelligence de l'opération Fahrenheit. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1942, une vedette rapide, la MTB 344 de la Royal Navy, débarque à la pointe de Plouézec, un groupe de 11 commandos. Ils ont pour objectif de détruire la station sémaphore et de faire des prisonniers. L'attaque surprise a échoué. Une des sentinelles allemandes, ayant entendu un des commandos dégoupiller sa grenade, les Allemands ripostent. Dans l'affrontement, un soldat allemand est tué et 3 autres sont blessés. Après 3 heures de combat, les forces du raid doivent décrocher sans avoir totalement atteint leur objectif. Un an plus tôt, le 13 novembre 1941, le frère Jean-Baptiste Leget est arrêté. En mai 1942, c'est tout le groupe de la bande à Sidonie qui tombe aux mains de la Gestapo. À ce moment-là, est-ce que vous connaissiez les activités de Jean-Baptiste Leget? Ah, tout à fait. Ah oui. Je le rencontrais tous les jours. Il était le directeur d'une espèce de petite boîte religieuse, au Rosquat. Alors lui s'est fait pincer. On a tous été dénoncés. Hein. Et il a été déporté. Et il a été zigouillé en Allemagne. Il a été déporté aussi, lui. J'ai eu de la chance, moi. Jean-Baptiste Leget a été décapité à la hache en 1943 à Cologne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, alors on a tous été tous arrêtés. Mes 2 parents ici à Bréa. D'autres ont été arrêtés à Tréguier, Marie-Germaine Labbé, De Vos à Lannion, M. Poge à Saint-Brieuc, Ernest Delaunay, ceux de Perros, il y avait tout notre groupe a été arrêté. On était 14. En 1992, nous avions énormément de personnalités qui étaient venues, dont le ministre Josselin et des anciens du réseau Georges France 31, en particulier Madame Villebord, Claude Robinet qui avait volé les plans dans le sémaphore. Les vétérans de l'époque étaient venus, il y avait toute une délégation de vétérans britanniques, un radio de la vedette et 3 commandos qui avaient participé au raid, puisqu'à l'époque il restait 7 survivants de l'opération. Donc c'est quelque chose qui pour moi restera très très important,
puisque ça faisait l'objet de 3 années de recherche dans les archives. Le fait que Roger Huguin puisse filmer, c'est important pour moi, parce que c'est vrai que je vois, je dirais, un peu mon père en histoire, qui va en gros filmer le passage de témoin, ce terme que j'utilise souvent, qui est de passeur de mémoire. Et là, Roger va apporter, disons, son soutien pour que je puisse voler de mes propres ailes dans le milieu historique. Nous est maintenant bien connu grâce au travail émérite de M. Michel Guillou. C'est par son concours que j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir en notre nom à tous les anciens commandos de ce raid.